Ce soir, nous revenons sur l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Nous l'abordons sur le prisme de la propagande médiatique qui chante plusieurs louanges à l'honneur des forces ukrainiennes qui auraient repris plusieurs villes abandonnées, dit-on, par des soldats russes. Qu'en est-il exactement? Nos consultants du jour nous en diront un peu plus. Cependant, Kiev accuse la Russie de, je cite, meurtre de masse après la découverte de corps enterrés dans la ville d'Izum. L'un des conseillers de la présidence, Mikhailo Podolyak, a même déclaré qu'environ 450 tombes avaient été trouvées et que ce n'était qu'un seul des sites d'enterrement massif découverts près d'Izum. Où se situe la vérité? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition du Point sur l'actualité. C'est la dernière édition d'ailleurs de la semaine et vous faites bien d'y participer puisque nous parlons d'un sujet très important qui a d'ailleurs chamboulé la marche du monde. C'est cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine et depuis quelques jours, on entend une grande vague médiatique annonçant la reprise de plusieurs villes ukrainiennes par des soldats de Kiev. Qu'en est-il exactement? On en parlera. Surtout pour ceux qui nous suivent sur la 96.3 FM, c'est la fréquence de Foyo Radio, ceux qui sont à Douala et ses environs. Quant à ceux qui nous suivent sur satellite, c'est Eutelsat et Amos tout simplement. Donc nous suivent sur plusieurs plateformes de diffusion numérique, Facebook et YouTube notamment. Et pendant ce temps, d'autres ont même téléchargé l'application sur Play Store. Tout ceci nous honore. Eh bien, pour en parler ce soir, Jonathan Batengene, notre consultant permanent, est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir Bachir Maladan, bonsoir à tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui ont déjà intégré cette émission dans l'écologie de leur quotidien. Nous sommes très fiers, très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bachir, on entre dans le week-end. C'est aujourd'hui, c'était jour de prière. Tout à fait. Après votre long séjour du côté de la Centrafrique. Oui. Un très bon séjour d'ailleurs. Surtout agréable repos ce week-end. On sait que vous serez encore là pour l'international. Oh oui, nous serons là dès demain pour l'international. Bonsoir à tous les techniciens qui œuvrent tous les jours à ce que cette émission se déroule dans de très bonnes conditions, à tout le personnel For You Media, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci d'être là, Jonathan Batengene. Vous n'êtes pas seul, on aura deux autres consultants. Commençons par celui qui se trouve à Paris. Il s'agit de Gamal Abina. Gamal Abina, bien le bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ces quelques minutes du partage d'un peu de ce que vous avez dans l'intellect. Bonjour à vous Bachir et puis merci encore pour l'invitation ainsi que tous les palénistes et tous les panafricains. Merci d'être là Gamal Abina et bien sûr Luc Michel, notre géopoliticien attitré, il est avec nous en direct de Bruxelles. Luc, bien le bonsoir. Bonsoir Bachir et bonsoir à tes plateaux et à Zoom et à nos collègues qui sont avec nous et surtout à nos téléspectateurs. Merci Luc Michel de signer votre présence ainsi. Eh bien, permettez que je commence ces sujets par Gamal Abina du côté de Paris. Gamal, depuis quelque temps, on entend quand même plusieurs sons de cloche annonçant la reprise de plusieurs localités jadis occupées par les forces russes et désormais entre les mains des soldats ukrainiens. Qu'en est-il exactement? En effet, oui, effectivement, l'armée ukrainienne a réussi l'exploit dans une contre-offensive, c'est la première d'ailleurs en 6 mois, de reprendre l'essentiel du territoire perdu dans la zone non occupée. Il faut quand même rappeler que ce sont des positions russes, mais non pas des positions définitives, puisque ça correspond en gros au vrai territoire ukrainien, indépendamment de Donetsk et Lugansk, de ce qu'on appelle
la zone qui était disputée, eh bien effectivement ils ont réussi une contre-offensive avec un certain brio. Ils ont très bien été équipés en cela par l'Occident, ils ont été formés pour partie, mais surtout on peut se rendre compte que cette prise d'initiative enfin retrouvée, c'est la première sur leur propre territoire bien évidemment, puisque la guerre se passe uniquement en Ukraine, doit-on rappeler, a surpris les Russes effectivement et a surpris les Russes à telle enseigne qu'ils ont été bousculés, ont dû battre en retraite. Mais on se rend aussi compte que les pertes du côté ukrainien pour cette reprise d'initiative, dont le but était clairement de remonter le moral aux troupes et à la population, eh bien cette perte ukrainienne, enfin cette victoire plutôt ukrainienne d'une bataille, rappelons que c'est une bataille et pas la guerre, a conduit à une perte de près de 10 000 hommes au moins, d'après ces estimations, peut-être plus ou moins, on ne sait pas, mais en gros, il y a eu quand même beaucoup de pertes humaines pour prendre cette initiative. Et c'est normal parce que l'Ukraine bénéficie de deux choses qui lui sont défavorables. La première, c'est le fait d'avoir perdu le contrôle du ciel dès les premiers jours, quasiment. C'est les Russes qui tiennent le ciel. La deuxième chose, c'est qu'elle a perdu l'essentiel des Baytar, donc les fameux drones turcs qui lui avaient beaucoup servi au démarrage de la guerre et qui avaient fait beaucoup de dégâts de côté russe. Puis la troisième chose, c'est que les territoires dans lesquels elle se bat, ce sont des territoires où la majorité n'est pas forcément favorable à l'Ukraine. Donc je parle de la population cette fois-ci, ce qui fait que dans cette zone où ils ont repris l'initiative, ils ont pris une zone qui est quasiment inhabitée, il y a peu d'habitations, que des villages, mais ils ont pris une zone au prix d'un lourd tribut face à des Russes qui ont sous-estimé, il faut le reconnaître effectivement, qui ont sous-estimé les capacités ukrainiennes de pouvoir agir. Et pour cause, pendant 6 mois, c'était quasiment du tir au pigeon du côté russe contre l'Ukraine, et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les Ukrainiens ont eu des réserves, ont eu une volonté d'y arriver. Et c'est normal, il faut tout de même rappeler que cette invasion russe en Ukraine se fait sur le territoire ukrainien, encore une fois, je le rappelle, c'est un mot important, c'est bien les Ukrainiens qui défendent leur territoire. Alors, pour partie disputée, effectivement, mais c'est bien chez eux qu'ils sont actuellement, et quand on défend son territoire, on a quand même une combativité qui est nettement supérieure à celui qui l'envahit. Après, la question des régions autonomes de Lugansk et Donetsk, ces régions donc de l'est de l'Ukraine, elles par contre, ils auront beaucoup de mal à y remettre les pieds, parce que non seulement les Russes sont très bien implantés, très bien sécurisés, mais surtout, et c'est le plus important, les Russes ont le soutien de la population. Donc là, c'est plus le même rapport. Les zones disputées ukrainiennes sont plus difficiles à contrôler, c'est évident, mais les zones qui sont plutôt pro-russes, évidemment, resteront pro-russes. Et puis pour finir le propos, je dirais simplement, c'est que ce retrait russe, qui est une défaite sur un plan militaire, s'est fait en bon ordre dans la mesure où il n'y a pas tellement eu de pertes côté russe. Je parle du matériel, alors les Ukrainiens parlent d'une centaine de chars, c'est difficile à croire, mais bon, imaginons que ce soit le cas. De toute façon, ça reste marginal dans la mesure où, effectivement, on n'a pas de vrais chiffres, mais on imagine que s'il y avait eu plus de pertes, ça aurait été largement documenté, filmé, photographié. On n'a pas eu grand-chose de ce côté-ci. Donc, effectivement, les Ukrainiens ont une belle reprise d'initiative, il faut leur reconnaître cette qualité, ont su combattre pour récupérer la partie du territoire qu'ils considèrent comme étant chez eux, et c'est normal. Et la partie russe, effectivement, qui a sous-estimé la réaction ukrainienne, a fini par battre en retraite dans des circonstances un petit peu chaotiques. Il n'en demeure pas moins que ça reste, encore une fois, une guerre, qu'une bataille dans la guerre n'est pas la guerre, et que la guerre, in fine, c'est quoi? C'est savoir est-ce que oui ou non, les parties est de l'Ukraine resteront russes ou pas. Et je pense qu'il est difficile de croire le contraire. Ça restera russe parce que, malheureusement pour l'Ukraine, les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Ça aurait pu être des États fédérés, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces deux républiques autonomes sont déjà reconnues par la Russie, excusez-moi, mais surtout ces deux régions autonomes vont être rattachées, c'est à peu près certain, à la Fédération de Russie. Donc autant vous dire que le géant russe ne risque pas de reculer sur ce terrain-là, et ce seront des frontières définitives qui vont être imposées par la force, on le sait, mais vont être imposées de fait. Merci Gamal Abina pour ce premier jet qui nous permet d'aller vers Luc. Michel, Luc, quelle est votre lecture de ce qui aujourd'hui est brandi par les médias de l'OTAN comme une sorte de victoire quand même de l'armée ukrainienne? Écoutez, la guerre de l'Ukraine, c'est surtout une guerre médiatique. Et les Ukrainiens mentent systématiquement surtout, et malheureusement ils sont repris dans les médias de l'OTAN sans aucune critique et sans aucun recul, alors que les voix russes ne sont absolument pas écoutées. En particulier, les médias français sont un déversoir de la propagande de l'OTAN. Malheureusement, en Afrique particulièrement, on vit branché sur les médias occidentaux et on croit tous les médias mensonges de la France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a actuellement une campagne pour faire croire que la Russie est en train de perdre la guerre, et elle est appuyée par une série de personnalités. Il y a notamment ce faux ami de la Russie qui est le président turc Erdogan. Il y a même le pape. Tous disent qu'à Poutine, en fait, il faut lui conseiller de négocier. Ce qu'il s'agirait,
c'est que les Russes quittent l'Ukraine, ce qui n'arrivera pas. Il y a tout d'abord le volet militaire. Il y a effectivement une contre-offensive ukrainienne qui est appuyée par les 24 pays de l'OTAN et par les États-Unis. Les Russes, évidemment, ils ont quitté une partie du territoire pour pouvoir utiliser leur supériorité en artillerie. Tant que les troupes russes et les troupes ukrainiennes étaient face à face, il était impossible pour les Russes d'utiliser leur artillerie. Aujourd'hui, il y a des témoignages dans la presse occidentale de militaires ukrainiens qui expliquent que quand ils tirent un obus, les Russes en tirent 30. Les territoires qui sont repris, ils sont repris auprès de pertes gigantesques de l'armée ukrainienne. On parle de 4 000 à 10 000 morts, bien entendu, dedans. Deuxièmement, il y a l'aspect de la guerre économique. Elle est en train de gagner par la Russie, mais les Occidentaux prétendent le contraire. Troisièmement, il y a la guerre diplomatique. Il y a ce jour-ci le sommet de l'OCS. C'est une victoire diplomatique pour Poutine, puisque 80% de la planète le soutient. Eh bien, on prétend que les Indiens et les Chinois critiqueraient la Russie et se détacheraient de Poutine. En réalité, il y a 48 heures, le numéro 3 chinois a en fait abandonné la neutralité de la Chine dans le dossier ukrainien. Il a soutenu la position russe. Il a déclaré que les Russes étaient les agressés par l'OTAN et que la Chine, depuis le premier jour, aidait la Russie. C'est donc une gigantesque victoire diplomatique pour Poutine, d'autant plus que ses plus proches alliés, les Iraniens, sont maintenant, depuis ce matin, membres effectifs de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il ne faut donc pas écouter tout ce qu'on raconte. Il y a un mois, Poutine était malade et à l'agonie. Le général russe Gerasimov était limogé et le commandant, le chef d'état-major de l'armée russe était limogé. On les a vus ensemble il y a 72 heures en train de diriger des manœuvres Vostok 2022 en Russie. Premier mensonge. Les mensonges continuent un peu partout. Il n'y a pas d'effondrement de la Russie. Bien au contraire. Et hier, le premier village en marge de Donetsk sur le territoire historique de la République de Donetsk, qui est encore aux mains de l'Ukraine, a été repris par l'armée populaire de Donetsk. C'est donc évidemment bien loin d'un effondrement de l'armée russe, où on parle de 6000 kilomètres gagnés, etc. C'est-à-dire toutes des billevesées appuyées sur des cartes truquées, ce qui est un vieux procédé bien connu des médias de propagande de l'OTAN. Nathan Batengene, sur cette première partie du débat, quelle est votre lecture justement sur ce qui est cette récupération, si je puis le dire ainsi, des villes jadis occupées par les forces russes, si l'on s'en tient bien sûr à ce qui est dit dans les médias de l'Occident? Il y a l'enjeu de la communication de guerre ici qui est très important. L'enjeu, c'est lequel? Pour l'Ukraine, l'opinion publique internationale commence à s'effondrer du point de vue de ceux qui soutenaient les actions du bloc occidental. On a remarqué qu'il y a une vague de critiques qui monte de plus en plus dans l'Union européenne contre les sanctions qui ont été prises contre la Russie. C'est dit que les peuples commencent à ressentir le poids des mesures, des effets des mesures prises contre la Russie dans le cadre du soutien à l'Ukraine. Oui. Mais en plus, on remarque également que, par exemple, la Bundeswehr annonce qu'elle n'a plus de matériel à livrer à l'armée ukrainienne parce qu'elle a vidé ses stocks et elle est en train de toucher dans les réserves même de l'armée régulière. On a des armées comme la Grèce qui ont carrément dit qu'ils ne peuvent pas changer leur matériel de guerre parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une situation où ils s'exposent. Tout se fait désormais au détriment de la Grèce. Donc il y a
sur le plan aussi des sanctions contre les mesures prises contre la Russie en matière de gaz, on a remarqué que par exemple des pays comme l'Espagne, comme la Hongrie, comme la Bulgarie, se montrent de plus en plus réticentes à se joindre au paquet de sanctions contre la Russie. Donc tout ça se passe dans une période où l'opinion publique dans le bloc de l'OTAN commence déjà à subir le coup des actions offensives de l'OTAN et la grogne commence à monter. Vous allez remarquer que, par exemple, il y a une montée de nouveaux régimes, il y a une déstabilisation des régimes. L'Italie, la Suède, plusieurs régimes aujourd'hui sont en voie de changement. Vous avez même en France la montée d'une grogne qui est de plus en plus audible du fait de cette guerre, de cette opération militaire spéciale selon les Russes. C'est dit que dans le cas de l'affrontement que l'Union européenne avait voulu créer, l'effondrement de la Russie qui était recherché, il y a plutôt un effet inverse qui est en train de se produire. Il y a une Union européenne qui est en train de perdre en crédibilité. Quand vous suivez le discours de Thierry Mariani, le député européen français, vous suivez son discours au Parlement français, il y a un discours tout à fait au Parlement européen, il y a un discours tout à fait très fort parce qu'il demande où est-ce que sur la question de la Crimée, est-ce qu'on a remarqué un afflux de réfugiés, de départ des populations criméennes du fait de leur prétendue annexion vis-à-vis de la Russie? Est-ce que s'il s'agissait d'une annexion, ces populations logiquement ne seraient pas en train de fuir? Il répond que non. On remarque qu'après le référendum qui a été organisé en 2014, ces populations sont encore là. Donc, elles sont en grande partie, elles sont majoritairement en train de soutenir la politique pro-russe. Et il y a également dans le Donbass, avec ce que Luc Michel décrivait tout à l'heure comme contre-offensive, on a vu les populations massivement quitter les territoires qui passaient sous contrôle ukrainien pour aller vers les territoires qui étaient sous contrôle russe. Donc il y a comme une légitimation de l'opération militaire spéciale russe, même dans ce qu'on appelle cette contre-offensive. C'est encore des éléments qui viennent décrédibiliser la thèse otanienne sur ce conflit-là. Si je vous ai bien compris, cher Batinguini, ces populations se sentent plus à l'aise, plus en sécurité du côté russe. Tout à fait. Mais on a remarqué que, par exemple, les officiers, les services de renseignement ukrainiens avaient engagé une sorte de vendetta, des actions de répression contre les populations qui avaient collaboré avec les Russes. Ils ont d'ailleurs exécuté le patron de la police, je crois, à Kupiansk. Ils ont lancé des offensives contre plusieurs partisans de l'alliance avec la Russie dans les différentes villes. Et il faut aussi noter une chose, cette contre-offensive, même si elle est productive, elle n'a pas encore pris le contrôle de toutes les villes qui ont été citées. Baleklia a encore un fief qui est un bastion qui est défendu par les forces spéciales russes. Kupiansk a encore un bastion qui est défendu par les forces spéciales russes. Izium a encore une partie de la ville sous contrôle russe. Et les villes comme Liman, c'est des mensonges. Liman n'est pas sous contrôle ukrainien, c'est sous contrôle totalement de l'armée russe. Donc, il y a une exagération qui vise essentiellement à récupérer, à retourner l'opinion européenne, à leur montrer que les mois de sacrifice qui leur ont été imposés, ce n'est pas en vain, ça porte déjà des fruits et il y a ce résultat-là. C'est d'ailleurs pourquoi dans le cadre de la direction des opérations, c'est l'OTAN directement qui a piloté les opérations. Et quand vous regardez les vidéos qui ont circulé, vous allez remarquer une chose, un fait très étonnant, c'est que les unités qui attaquent les forces russes parlent toutes anglais. Du moins, la majorité parle anglais. Et on parle justement, je lisais quelque part, voilà. D'accord, on va retourner. Elle parle anglais et selon les forces, et selon le renseignement russe, on parle de 1/3 des forces qui ont été déployées, soit 9000 hommes qui appartiennent au pays de l'OTAN. Ces hommes-là parlent anglais. Imaginez-vous un peu, ça veut dire que l'OTAN n'est plus simplement en train de soutenir techniquement l'Ukraine et en matériel, elle est en train effectivement de participer
au combat. Donc ceux qui avaient dit que l'OTAN est une organisation défensive, dans cette contre-offensive, effectivement, montrent que l'OTAN est une organisation agressive. C'est une organisation qui menace la stabilité et la paix dans le monde. Donc, elle est en train de se dévouer, de se dévoyer, et ce dévoiement au niveau international, c'est encore un élément qui sera mis à contribution dans ce que Luc Michel expliquait tout à l'heure, la réussite de la Russie du point de vue de la bataille de l'opinion publique internationale. Ça sera une réussite pour retourner davantage l'opinion publique en faveur de la Russie et en faveur de la Chine. Les États-Unis, qui ont beaucoup misé sur l'Ukraine, sont en train finalement d'essuyer un camouflet. Un gros camouflet, me diriez-vous, très cher Batengene. Alors, on retournera vers Luc tout à l'heure. Abolo, je propose que nous affichons déjà les numéros pour nos téléspectateurs. Donc, comme écrivent là, je vois notre ami Delphin Mouyempoundou depuis Gitega, et je vois Lamine Diop et bien sûr Sakpono Jean qui veulent déjà prendre la parole. On retournera vers eux. Jonathan Batengene. La Russie, aujourd'hui, est-ce qu'elle serait en position de faiblesse comme le disent les médias de l'OTAN aujourd'hui? Je prends la communication du général états-unien John Kirby du 13 août dernier. Oui. Le général John Kirby, qui n'est pas un enfant de cœur, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un homme d'expérience qui a servi sur plusieurs théâtres d'opération. Il disait encore dans sa communication du 13 août dernier que la Russie a encore énormément de quoi menacer. Menacer au-delà de l'Ukraine d'autres pays dans le monde. Qu'est-ce qui empêche la Russie justement de monter en force? La Russie est actuellement engagée dans une guerre où il faut, du point de vue éthique, proposer un contre-modèle à ce que les États-Unis ont servi au monde. Vous savez, nous n'avons pas une guerre comme les autres. Cette guerre est une bataille décisive pour l'hégémonie future dans le monde. Et cette guerre, la particularité de cette guerre, c'est que la Russie ne veut pas proposer le visage auquel les États-Unis nous ont habitués. Les États-Unis, c'était quoi? C'était des guerres d'effroi, des guerres de destruction. Et quand vous regardez par exemple l'Irak, ils ont mis tout à ras en Irak. Ils ont tué 4 millions de personnes indifféremment civiles. Et puis tout à côté, la Libye. Voilà, vous avez la Libye, dont le schéma des offensives états-uniennes et otaniennes, les Russes ne veulent plus l'appliquer. Les Russes se dictent une philosophie, une doctrine de guerre qui sera beaucoup plus acceptable du point de vue éthique. Ils savent que au-delà de la guerre, celle qui est menée contre les soldats d'une autre nation, il y a maintenant la perception psychologique, la perception des peuples, l'affect psychologique, l'affect sociologique. Comment les peuples vont lire l'action militaire de la Russie. Et dans ce cadre, ils ont préféré utiliser ce qu'ils appellent une opération militaire spéciale. Ils expliquent qu'une opération militaire spéciale peut être arrêtée à tout moment par celui qui l'a initiée. Et l'opération militaire spéciale demande qu'on s'en tienne essentiellement aux objectifs. Les objectifs qu'ils avaient fixés, c'était la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et ils disent avoir réalisé une bonne partie de ces objectifs. J'en viens à vous, très cher Batengene, cher Gamal Abina et bien sûr Luc Michel. Je voudrais qu'on nous prenions quelques appels. Alors là, je vois deux appelants. On commence par qui? Je vois Lamine Diop et je vois Delphin depuis Gitega. Abolo, nous commençons par qui? D'accord, commençons par Lamine Diop. Donc, Lamine, bien le bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Fouillou, avec votre régie technique aussi. Et puis bonsoir à l'ensemble des panélistes participant à cette thématique. Écoutez, Bachir, moi j'ai envie de dire, en réalité, ces villes perdues, Kupiansk, Balak, Leia et Izium, ce sont des villes ordinaires sur la ligne de contact avec les ukro-nazis. Et comme le dit, entre autres, la direction de cette opération spéciale russe, la question de savoir si les Russes les reprendront est une question d'avenir proche. Vous devez comprendre que lorsqu'une force énorme est concentrée, plus de 30 000 personnes, il est impossible de prendre toutes ces forces, ces équipements, ces armes et mettre en place une tranchée pour s'arrêter. Alors ici, la situation est d'étirer
ses forces autant que possible pour s'assurer qu'il n'y a pas de grosses pertes côté russe. Après les avoir étirées, la question se pose de bloquer ces forces et de commencer à les détruire. Le front s'est déjà stabilisé, c'est tout. Alors, c'était judicieusement stratégique d'abandonner ces villes. Par conséquent, il convient à tout le monde d'attendre, car les Russes ont déjà commencé à le faire, et cela donne des résultats, c'est-à-dire détruire le groupement des forces armées ukrainiennes qui est venu dans les districts plutôt de Balakleya et Izium. Reste qu'au-delà de tout ça, je crois que les ministères russes de la Défense avaient pris une série de mesures pour tromper les forces armées ukrainiennes et leur maître du Pentagone, créant l'illusion que la défense russe est faible et qu'il n'y aurait aucune information sur les préparatifs d'une offensive dans les régions de Balakleya et d'Izium. Or, les Russes savaient qu'une offensive était en préparation. D'ailleurs, il est à souligner qu'au cours des 3 derniers jours d'offensive, comme l'a révélé le rapport du ministère de la Défense russe et aussi les panélistes, plus de 4000 combattants ukrainiens et étrangers ainsi que plus d'une centaine d'unités de véhicules blindés et d'artillerie ont été détruits. La tâche principale consiste maintenant à vaincre le groupement de l'armée de force ukrainienne qui avance, à le priver de son potentiel, à mettre hors d'état de nuire les équipements qui ne se trouvent pas dans les villes et les zones fortifiées, mais dans les espaces ouverts. Les forces armées ukrainiennes ne devraient plus avoir de force et de moyens pour mener une défensive efficace. Je finis par là. Autrement dit, sur fond des crises décisionnelles plutôt, à propos du lourd bilan militaire de cette contre-offensive, l'état-major ukrainien fera face tôt ou tard à la discorde à propos de cette contre-offensive ratée Pentagone qui est certainement voulu par l'aile droite de cet état-major ukrainien avec la nouvelle nomination du général Valery Zalouzny comme chef de l'armée contre l'aile gauche qui se contentait d'assiéger les zones résidentielles pour piéger politiquement Moscou d'un éventuel crime contre l'humanité. Le résultat de tout ça, c'est que Zelensky, alias Zelia, sera déposé par son propre état-major dans un proche avenir, ou encore, comme dit le président Poutine, je cite, tout le monde devrait savoir que, dans l'ensemble, nous n'avons encore rien commencé de sérieux. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Ciao. Voilà, merci à vous Lamine Diop pour cette contribution qui nous remet toujours au téléphone. Nos invités ont accepté de laisser parler les téléspectateurs. Delphin depuis Gitega au Burundi. Très cher ami Delphin, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Bachir. Une fois de plus, c'est pour moi une joie de venir à la maison. Merci bien. Je transmets mes salutations aux invités, mon frère Gamal, notre aîné Luc Michel et mon frère Batengene, et Lamine qui s'exprimait avant moi, et tous ceux et celles qui nous suivent, sans oublier les équipes de For You Media. Écoutez, moi je n'ai jamais fait partie de ces gens, si je suis gentil, je parlerai de candeur, si je suis méchant, je parlerai vraiment de stupidité, parce que là nous sommes vraiment dans la crème des crèmes en termes de géostratégie. Je n'ai jamais fait partie de ces gens qui ont même pu penser une seule minute que la Russie pouvait être impressionnée d'un point de vue militaire par l'Ukraine. Ça n'existe dans aucun scénario sérieux. Il n'y a que les gens qui s'abreuvent matin, midi, soir à BFM TV, France 24 et compagnie qui ont pu croire à une telle fable. Donc l'évolution de l'opération spéciale militaire en Ukraine ne me surprend guère. Donc je leur souhaite simplement une bonne continuation. Pour ma part, je vais appuyer là où vous allez dire ça fait mal. Il y a quelques jours, un autre nain géopolitique, M. Hollande, s'est affublé d'un commentaire où il disait, je le cite, « Nous devons soutenir l'Ukraine, quoi qu'il nous en coûte. » Je ferme les guillemets. Cela montre bien que ces gens bien pensants, soi-disant démocrates, n'en ont strictement rien à faire du sort de leur peuple. Donc, c'est pour cela que hier, sur un autre média, d'ailleurs en présence de messieurs Gamal et Michel, je disais qu'au stade où en sont les événements au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à ce qu'effectivement, les populations dites démocrates, donc les Français, les Grecs, les Allemands, les Belges, les Britanniques et les autres, se réveillent parce qu'ils font preuve d'un moutonnement
et j'insiste vraiment sur le point, pour moi, ils me paraissent être des moutons. Je parle de façon générale, il y a des exceptions, bien sûr, qui confirment la règle. Notre aîné Luc Michel en est un parfait exemple. Il y a des gens au nord de la mer Méditerranée qui sont très bien informés, qui ne se laissent pas endormir. Toujours est-il qu'une bonne partie fait preuve d'un moutonnement depuis au moins M. Obama et son fameux refrain à la fois dangereux et séduisant qui était « Yes, we can ». Tous ces gens croient que tout ce qui vient de Washington ou du Pentagone a du sens. Eh bien, d'un côté, c'est bien qu'ils commencent à s'en mordre un peu les doigts en subissant les contre-sanctions venues de Russie. Si le froid doit les réveiller, les convaincre qu'on les mène en bateau, c'est une bonne chose de mon point de vue. Et je sortirai sur, j'allais dire, la véritable bonne nouvelle qui, pour moi, entre toutes, sort du lot aujourd'hui. Effectivement, comme l'ont dit les invités, l'Iran fait partie officiellement de l'opération, plutôt de l'organisation de coopération de Shanghai. C'est un autre jalon que nous venons de planter dans la dédollarisation du monde. Donc, il faut simplement maintenir la cadence. Et donc, je vais m'arrêter ici parce que l'essentiel a été dit. Une fois de plus, For You Media, allons de l'avant. Je te rends le micro, mon cher Bachir. On retournera au téléphone dès qu'on nous fera signe. Cependant, allons retrouver Gamal Abina du côté de Paris. Gamal, une question pour vous libérer. Vous êtes très occupé ce soir. La Russie, est-ce qu'elle va remonter en puissance après toutes les preuves qui s'accumulent sur l'implication plus ou moins directe des soldats de l'OTAN dans cette guerre en Ukraine? Parce qu'on a constaté qu'il y aurait des présences de soldats de l'OTAN. En substance, donc des soldats qui ne sont pas ukrainiens, parce que l'OTAN n'est pas directement impliquée, mais ses forces, effectivement, militaires, son matériel militaire, le conseil militaire, tout ça, enfin le conseil militaire, effectivement, est très présent sur le territoire. Il ne faut jamais perdre de vue que l'OTAN, officiellement, n'est pas co-belligérant et n'envoie pas de soldats. Officiellement, ils n'ont pas mobilisé de troupes. Ce sont des soldats indépendants, des gens qui y vont, on leur facilite le passage, mais qui y vont à titre personnel, comme des vieux chiens de guerre ou des choses comme ça, ou simplement des mercenaires, qui y vont, ou simplement peut-être des gens qui croient vraiment que l'Ukraine est un pays qui est une grande démocratie, qu'il faut les libérer. Et on peut le comprendre, hein, je veux dire, le tableau est forcément, quand un pays attaque un autre pays, bah, c'est le pays qui est attaqué, qui a tendance à plutôt être à soulever les sympathies. Et donc il est normal que des gens arrivent. Ça rappelle un peu la guerre d'Espagne, où les brigades internationales luttaient contre le fascisme et où tout le monde y allait de son soutien, du côté du RSS, du côté des fascistes italiens et allemands, et des Européens qui voulaient jouer la modération, mais qui en réalité étaient aussi impliqués, puisque beaucoup de brigades internationales venaient de pays d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Europe de l'Est. Et tout ça pour dire que oui, l'idée selon laquelle les soldats de l'OTAN seraient impliqués directement, non, il n'y a pas cette idée-là, et ça ne fera pas de différence, même si les Russes ont des preuves accablantes qu'il y a des soldats, peut-être des coopérateurs militaires de l'OTAN. Il n'en demeure pas moins que depuis le début, cette co-belligérance indirecte a été établie. C'est pas ce qui fera la différence. Ce qui fera la différence dans le conflit, c'est de savoir est-ce que oui ou non les Russes, qui n'ont jamais eu vraiment l'intention d'envahir l'Ukraine en totalité, s'ils ne l'auraient fait dès le début, est-ce qu'ils ont l'intention de quitter le territoire qu'ils occupaient, donc le territoire ukrainien non autonome, non indépendant, donc c'est pas les républiques de Donetsk, Lugansk, est-ce qu'ils ont l'intention de quitter ce territoire ou pas? Est-ce que cette défaite sur le terrain, puisque sur le front militaire, quand vous êtes chassé par la force, c'est une défaite, est-ce qu'ils vont l'accepter? C'est très difficile à dire. Je pense que, alors, deux choses d'une, soit ils acceptent de rester sur les lignes de démarcation qui ont été établies par le fait de la guerre. On l'a bien vu dans d'autres pays, hein, les accords, par exemple la Palestine en 67, quand il y a une défaite arabe, on se retrouve sur les frontières de 67 aujourd'hui. C'est les frontières de la force, malheureusement, du fait accompli militaire. Ou soit ils vont peut-être mettre une raclée à nouveau aux Ukrainiens, affaiblir suffisamment les forces, parce que je rappelle c'est un début de guerre de la Russie, c'était de démilitariser l'Ukraine. Bon, ça va être compliqué à entendre, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. De mettre une raclée assez conséquente à l'Ukraine pour en finir avec le risque perçu comme un risque de la part des Russes, d'une Ukraine militarisée, mais surtout d'une Ukraine nazifiée. Bon, la question des nazis est plus vraiment d'actualité depuis Azovstal, et d'une Ukraine surtout qui serait le nouveau bras armé de l'OTAN après la Pologne et après tout un tas de pays d'Europe centrale qui ont rejoint l'OTAN. Eh bien, la question se pose dans ces termes. Est-ce que la Russie va accepter, peut-être dans un terrain de force qui lui est un petit peu défavorable aujourd'hui, non pas qu'ils aient perdu la guerre, mais qu'ils aient reculé, de se borner à statu quo sur une défaite d'une bataille? Ou est-ce qu'ils vont
peut-être frapper l'Ukraine à nouveau pour montrer un rapport de force qui leur est favorable et à ce moment-là négocier dans un rapport de force ultra favorable. Aucun des scénarios n'est interdit, mais je penche plutôt sur la seconde hypothèse, à savoir que les Russes vont mettre une raclée aux Ukrainiens pour ne pas accepter d'avoir essuyé un échec. Et parallèlement à ça, eh bien, ils finiront sur un rapport de force favorable par une négociation directe et peut-être enfin qu'on obtiendra la paix dans cette région, parce que je rappelle tout de même, c'est une chose qu'il faut rappeler à tout le monde, qu'on soit pro-russe ou pro-ukrainien, je ne suis ni l'un ni l'autre, c'est pas le problème, on ne peut pas accepter que des civils meurent, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que les civils n'ont rien demandé à personne et subissent la guerre. Il faut espérer que Zelensky, dans sa folie, arrête ce bain de sang, qu'il aille négocier, parce que les Russes sont prêts à négocier, rappelons-le quand même depuis le début, ils sont prêts à négocier. Zelensky se croit fort malheureusement, et c'est vrai que cette petite victoire va lui donner l'impression qu'il est très très fort. Donc je pense que les Russes ont peut-être penché vers une frappe très forte contre l'Ukraine, et qu'à partir de ce moment-là, avec les Européens qui vont reculer de plus en plus parce qu'ils ont besoin d'énergie, eh bien il y aura un retour à la table de négociation, peut-être ourdi par les Turcs, puisqu'ils ont depuis le départ, ils n'ont pas arrêté de jouer un petit peu le go-between entre les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine et la Russie, ou simplement, plus simplement, peut-être qu'ils vont se contenter de cette petite défaite pour dire bon c'est bon, on arrête là, et puis j'y crois moyen, mais bon, on ne sait pas, tout est possible, tout est ouvert. Ce qui est certain, c'est que cette mini-défaite, donc cette petite bataille, première victoire ukrainienne tout de même, ne peut pas nous faire cacher l'arbre qui cache la forêt. Et cet arbre, c'est quoi? C'est que les Russes sont en Ukraine et pas le contraire. Rappelons tout de même que les Ukrainiens n'ont pas les moyens d'investir le ciel, ils n'ont plus d'avions, contrairement à la propagande qui raconte qu'ils ont des avions, c'est un mythe. Très peu maintenant de drones, de combat, et surtout l'Ukraine n'a jamais frappé la Russie. Tout se passe en Ukraine, donc c'est une guerre réellement russo-ukrainienne en Ukraine, ce qui veut dire que, en termes de rapport de force, c'est celui qui envahit qui est beaucoup plus dominant sur le terrain. Maintenant, est-ce que ce sera le cimetière de la Russie? Je ne crois pas du tout, parce qu'une guerre, il faut la tenir par ses hommes évidemment, mais il faut la tenir par des capacités militaires offensives que les Russes ont, et surtout, il faut la tenir par des capacités financières, et les Russes n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Donc c'est pas la question de ces sanctions fantaisistes qui vont faire reculer les Russes, c'est réellement sur le terrain, est-ce que l'Ukraine va, oui ou non, finir par se rendre compte qu'elle va à la catastrophe, parce que c'est l'Ukraine qui est détruite actuellement et non pas la Russie. Merci Gamala Bina, et surtout bonne suite. Je sais que vous allez à un autre plateau du côté de l'Algérie en ce moment. Merci en tout cas pour la contribution. Très cher Batengene, je me retourne vers vous. Alors, une de nos sources du côté de Saint-Pétersbourg nous informe que le président Poutine était très occupé ces 2 jours en Ouzbékistan. Et donc, demain, il va revenir et on va voir ce qu'il décidera par rapport à cette offensive des nazis. Est-ce qu'on peut interpréter ce message comme une annonce d'un changement d'opération ou d'une montée en puissance? Oui. Il y a un parlementaire russe qui s'est exprimé déjà la semaine dernière en pleine contre-offensive ukrainienne et qui suggérait à la Douma, qui est le parlement russe, qui suggérait d'envisager une opération antiterroriste. Et il faut noter qu'en matière d'opération antiterroriste, la Russie a déjà expérimenté ce mécanisme pour stabiliser une de ses républiques internes, la République de Tchétchénie, qui était en proie à une insurrection profonde, mais surtout assez acerbe, de la part d'irrédentistes qui se réclamaient d'un islam radical et nationaliste. Ces derniers ont fait face à la dureté de l'armée russe, mais surtout à une opération de longue haleine qui a pris assez de temps et qui, dans le temps, finalement, a fini par payer. Donc, les Russes sont en train d'envisager, est-ce qu'ils pourraient transformer l'opération militaire spéciale en opération antiterroriste? Là, ils auront accès à plus de moyens et ils auront également plus de temps, parce que il faut noter que les Russes, dans l'opération militaire spéciale, avaient déjà prévenu que le facteur temps n'était plus déterminant. Ils étaient prêts à prendre tout leur temps pour broyer la machine de guerre ukrainienne. Donc, dans ce cadre-là, l'opération militaire transformée en opération antiterroriste pourrait devenir une opération beaucoup plus brutale et beaucoup plus intense, avec un travail des forces spéciales russes sur le terrain qui irait étape après étape. Alors, dans la première phase, celle qui était celle de l'opération militaire spéciale, les Russes avaient défini les 2 objectifs. Dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Tout à fait. Alors, mais à quoi s'attendre maintenant?
dans l'opération militaire spéciale, c'est une opération qui pourrait toucher alors tout le territoire ukrainien. Parce que cette fois-là, les Russes seraient d'abord amenés à définir l'État ukrainien comme étant un État terroriste. Et désormais, tous les soutiens de l'État ukrainien seraient considérés eux aussi également comme des cibles de soutien au terrorisme. Et la Russie mènerait donc une guerre beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense pour couper l'Ukraine de son approvisionnement, pour couper toute relation profitable aux adversaires qui coopèrent avec l'Ukraine et pour davantage isoler cette Ukraine et permettre à ses forces militaires de réaliser leur travail en toute sérénité. Et c'est une opération qui risque donc cette fois-là de faire de l'ensemble du territoire ukrainien la zone de théâtre des opérations de l'armée russe. Ce qui n'était pas au départ la mission de l'objectif de l'armée russe dans l'opération militaire spéciale de dénazification et de démilitarisation. Il fallait frapper les centres militaires, les cibles militaires. Il fallait au maximum désarticuler le dispositif sécuritaire ukrainien et il fallait surtout décimer ou du moins réduire à sa plus simple expression les groupes néo-nazis qui sont le groupe Kraken, le groupe Azov et le groupe secteur droit. Il fallait dénazifier tous ces groupes-là et parvenir à une Ukraine qui est capable de se penser sans son rapport au nazisme. Il faut noter que les groupes Kraken, Azov et secteur droit ont fait allégeance à un célèbre nazi qui s'appelait Stéphane Bandera, qui a exercé avec les nazis allemands sur le territoire ukrainien pendant la Deuxième Guerre mondiale et a été responsable de la mort de près d'1 million de juifs. C'est un peu ce qui était la cible de l'opération militaire spéciale, mais avec une opération antiterroriste, parce que les Russes disent qu'il n'est pas encore question de parler de guerre contre l'Ukraine, parce que s'il s'agit d'une guerre contre l'Ukraine, ils disent nous ferons comme en Irak, nous allons tout mettre à ras et nous allons en quelques jours nous retrouver aux frontières de la Pologne. Merci à vous, très cher Batengene. Allons donc vers Luc Michel. Luc, vous m'avez certainement entendu lire ce message d'une de nos sources à Saint-Pétersbourg qui nous rappelait que le président Poutine était très occupé ces 2 derniers jours en Ouzbékistan. Eh bien, il retournera au Bercail demain et une fois de retour, il décidera par rapport à cette offensive des nazis. Alors, est-ce que c'est une annonce d'une montée en puissance de la Russie, d'une redéfinition de la mission qui est aujourd'hui en cours? Amplification en tout cas. Il faut retenir que du côté de l'OTAN, si les Européens ils sont dans le jusqu'au-boutisme et la propagande de guerre, ce n'est pas le cas des Américains. Le State Secretary Anthony Blinken a dit qu'il était trop tôt pour juger de la contre-offensive ukrainienne. Et un professionnel de la guerre, un des plus hauts généraux d'actifs allemands a déclaré il y a 48 heures que le potentiel militaire de la Russie était intact et qu'on pouvait même s'attendre à l'ouverture d'un second front. Il y a 2 nouvelles qui viennent de Russie. La première, elle vient de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Elle a averti les Américains que si ceux-ci fournissaient des missiles à longue portée aux Ukrainiens, ils seraient considérés comme belligérants. Elle a dit la ligne rouge serait franchie. La deuxième nouvelle, elle vient de Kadyrov, le dirigeant de Tchétchénie. Il a participé au recrutement d'une nouvelle force. C'est 75 000 hommes supplémentaires russes, 1000 pour chacun des sujets de la Fédération de Russie. Il y en a déjà 1000 par exemple recrutés en Crimée. Ces 65 000 soldats vont venir sur le front au même moment où les firmes parachutistes russes recrutent également. Donc évidemment, la supériorité locale que les Ukrainiens ont obtenue dans la région de Kharkov en concentrant leurs forces, faisant agir des forces de l'OTAN sous de faux uniformes, comme on l'a expliqué par l'anglais, eh bien, cette supériorité va rapidement être terminée. Déjà,
l'artillerie russe pilote les Ukrainiens. On l'expliquait, pour une frappe ukrainienne, il y a 30 frappes russes. Les morts sont concentrés en milliers de morts. Notre ami Gamal était hier sur un plateau face à quelqu'un du Modem qui est un parti de la majorité macroniste, et ce représentant du Modem a avoué qu'il fallait laisser se battre les Ukrainiens jusqu'à la mort du dernier de leurs soldats. Les gens de l'OTAN sont des criminels. Les Russes jusque maintenant ont agi avec modération. Mais il est bien certain que si l'opération militaire spéciale se transformait en opération en terrorisme, ou encore pire, en guerre ouverte, évidemment, il n'y aurait plus de ménagement des populations ukrainiennes. Le problème, c'est que à l'est du Dnieper, c'est-à-dire dans la partie qui concerne la guerre actuellement, pas dans la région de Kiev et de Lvov, il s'agit de populations russophones qui ethniquement appartiennent à la Russie et avant 1917 étaient des sujets de l'Empire russe. Voilà ce qui explique la modération des Russes. Un petit peu, Anthony Blinken, vous l'évoquiez tout à l'heure, il accuse la Russie d'actes épouvantables après la découverte de tombes en Ukraine. Alors comment vous analysez cela? Écoutez, on est de nouveau dans la propagande de guerre. Il faut actuellement, évidemment, c'est la même chose que dans l'affaire de Boutcha, il faut chercher, évidemment, les Russes, les accuser de tous les maux. Vous avez vu le scandale qui a été créé par l'ancienne candidate à la présidentielle socialiste, Ségolène Royal, qui a accusé la propagande de l'OTAN de manipulation de la vérité et qui était abattue médiatiquement, chassée de cette tribune médiatique, etc. Tellement la répression existe du côté de l'OTAN. Ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il s'agit de présenter maintenant par tous les moyens les Russes comme des criminels de guerre. Il faut essayer d'isoler la Russie au moment où elle accumule les succès diplomatiques, ce qui ne marche absolument pas. Mais évidemment, on est plein d'illusions du côté de l'OTAN. Nous restons un tout petit peu, Jonathan Batenguene, sur cette question de fosses communes en Ukraine. Et l'Union européenne, dans sa réaction, s'est dit profondément choquée et condamne, je cite, ces atrocités. Alors, toutes ces condamnations qui visent à ternir l'image de la Russie, pensez-vous qu'elles vont prendre corps au sein de l'opinion publique? Aujourd'hui, il y a le régime de Kiev est quand même très écorné par des campagnes mensongères qui sont organisées de manière parfois très amateur. On a vu par exemple le pseudo charnier de Bucha, oui, où les réalisateurs états-uniens étaient en train de monter des scénarios avec des corps factices. On allait récupérer certains corps à la morgue de soldats ukrainiens qui avaient été tués pendant les combats, qu'on a ramenés, et on a fabriqué des charniers qui en fait étaient une construction pour émouvoir l'opinion internationale. Malheureusement, les images de la réalisation ont fuité et finalement les Ukrainiens ont été découverts de manière honteuse et hontée. Vous avez également les événements à la centrale de Zaporijie, il y a de cela 2 semaines, où les Ukrainiens ont envoyé un commando de 40 hommes qui devaient, le jour où il y a les inspecteurs de l'AIEA étaient attendus à la centrale de Zaporijie, qui est bombardée par les missiles à longue portée, par les obus à longue portée de l'OTAN envoyés en aide à l'Ukraine. Ils ont essayé de venir prendre pied dans la centrale nucléaire de Zaporijie et ils ont été pris immédiatement par les forces spéciales, enfin les forces spéciales les forces de la garde nationale russe qui les ont récupérés et ont éliminé la menace. Ils ont aussi le même jour détruit plusieurs petits des embarcations de déplacement qui devaient servir
à faire venir d'autres contingents sur la mer Noire. Ces événements de Zaporijie visaient une chose. Les forces ukrainiennes voulaient que les soldats, les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est responsable du contrôle des installations nucléaires de par le monde, mais aussi du respect des accords de non-prolifération nucléaire. Ces inspecteurs qui étaient arrivés venaient voir quel est l'état de la centrale, parce qu'elle avait fait l'objet de plusieurs bombardements tels que nous le disions, et ils venaient aussi voir qui sont les responsables de ces bombardements, parce que côté ukrainien, après avoir bombardé, ils disaient plutôt que c'était les Russes qui bombardaient la centrale. Et il y a quand même monsieur Bokeh, qui est un de ces inspecteurs, qui a analysé les obus, et il a regardé la typologie des obus. Il a confirmé qu'il s'agissait d'obus venant des pays de l'OTAN, et donc ces obus étaient uniquement utilisés par les forces ukrainiennes, confirmant ainsi que la centrale était bombardée par les forces ukrainiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait étrange, lors du communiqué de presse des experts de l'AIEA, on s'est mis à parler, on a demandé à la Russie d'arrêter ses manœuvres autour de la centrale. Donc, comme si pour donner à l'opinion l'idée que la Russie serait en train, elle, de bombarder une centrale qui en fait, elle n'a aucun intérêt à ce que cette centrale ait les problèmes, parce que cette centrale alimente une bonne partie de Kherson, de Zaporijie et une autre partie de la République de Louhansk et de Donetsk. Donc, pourquoi les Russes viendraient tout à fait contre-productive, une action militaire contre-productive? En plus, une centrale où c'est la garde nationale russe qui assure la sécurité. Donc, ce serait un peu un tir contre son propre camp. Pourquoi la Russie le fera ainsi dans la situation actuelle? Non, les Russes sont victimes de ce genre de campagne. L'OTAN les multiplie avec la bénédiction de l'Ukraine. Et du moins avec le concours de l'Ukraine, c'est-à-dire c'est l'Ukraine qui a la bénédiction de l'OTAN. Donc l'OTAN les multiplie avec le concours de l'Ukraine, et dans le cas effectivement d'Izium, du supposé charnier d'Izium, c'est une reproduction à la fois de Boutcha, mais également dans la continuité de ce qui s'est passé à Zaporijie. Il faut à tout prix, nous le disions d'entrée de jeu, il faut faire basculer l'opinion. C'est la bataille de l'opinion, parce que les guerres aujourd'hui n'ont pas seulement le sens des guerres d'opération militaire sur le territoire, c'est aussi la conquête de l'adhésion collective. Et là, l'OTAN sait qu'elle a perdu cette adhésion collective. Et surtout, la question des sanctions en Europe a tellement pesé sur la conscience et sur le vécu quotidien des Européens que ces derniers sont désormais lassés par ce combat, cette guerre ukrainienne, qu'ils considèrent de plus en plus comme étant une affaire lointaine, une affaire dont ils ne sont pas concernés et pour laquelle leurs élites se battent de manière tout à fait intéressée, uniquement pour leurs intérêts. Donc, dans cette bataille de l'opinion, l'OTAN et l'Ukraine essayent de manœuvrer, de créer de pseudo-charniers, de pseudo-scandales qui pourraient écorner l'image de la Russie. Merci Jonathan Batenguini. Luc Michel, j'en viens à vous. Alors, l'Europe est-elle divisée au sujet de cette opération militaire spéciale russe en Ukraine? Alors, je pose la question justement avec ce constat où depuis quelques heures, on voit Berlin qui suit vraiment de nombreuses critiques de la part à la fois de Kiev et certains alliés, notamment en ce qui concerne sa livraison d'armes. Tout d'abord, il y a, comme Jonathan l'a expliqué, la question de l'opinion publique. Il y a des manifestations pro-russes dans plusieurs villes allemandes, à Berlin, à Francfort, à Hambourg. Il y a des manifestations pro-russes dans plusieurs villes françaises, à Paris, à Pau ou à Marseille. Il y a de gigantesques manifestations à Prague. Il y a la Hongrie qui a basculé. Tous ces gens se rendent compte qu'on les plonge dans la misère et qu'il faut payer cash la guerre américaine en Ukraine. Il faut donc essayer de rattraper cette opinion publique, d'autant plus que la Russie a fait pression. Dimitri Medvedev a appelé les populations européennes, je le cite, à sanctionner les dirigeants idiots et irresponsables de l'Union européenne. Et on va déjà le voir en Italie. Il y a des élections dans 15 jours. Berlusconi va probablement revenir au pouvoir. C'est un ami de Vladimir Poutine. Et il est sur un programme
qui vise à l'interdiction des sanctions contre la Russie. On sait que si l'Italie bascule, les sanctions ne sont plus possibles parce qu'il faut une unanimité et que l'Italie ne suivra pas. L'Allemagne, elle est hypocrite. Elle est en train de mener des négociations secrètes avec le chancelier Schröder, avec la Russie. Mais en même temps, elle refuse de livrer des armes et des chars à l'Ukraine. Mais elle doit justifier d'un soutien verbal. Il faut savoir qu'hier, l'Allemagne compte relancer donc l'énergie nucléaire. Hier a eu lieu la première livraison de 33 livraisons d'uranium russe à l'Allemagne. L'Allemagne a obtenu une dérogation de Bruxelles pour que l'Ukraine puisse continuer à vendre son uranium, qui est indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires allemandes. Donc, 33 livraisons d'uranium, le fonctionnement des centrales qui dépend totalement de la Russie. L'Allemagne est donc hypocrite. Il y a un autre État, évidemment, qui lui est déjà basculé du côté de la Russie, c'est la Hongrie. La Hongrie a obtenu une dérogation de Bruxelles aux sanctions pour acheter à l'ancien prix favorable le pétrole russe, et les Russes sont en train de construire de nouvelles centrales nucléaires en Hongrie. Il n'y a donc pas d'unanimité des Européens. L'opinion publique grecque est également en train de basculer, et en Angleterre, l'Angleterre est secouée de grèves gigantesques contre le coût de l'électricité qui sont dirigées contre le gouvernement atlantiste. Toute la propagande sur la mort de la reine et sur l'avènement du prince Charles, qui est faite par les mêmes prostituées, les journalistes prostitués des médias de l'OTAN, ce sont les mêmes qui font la propagande de la monarchie britannique et qui font la propagande de guerre contre la Russie. Toute cette propagande, elle vise à désamorcer l'opinion publique anglaise. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Dans toute l'Angleterre, après une unanimité de façade qui était présentée dans les médias, il y a une colère, il y a des manifestations sur le cortège de la famille royale, dans les rues de Belfast, qui appartient à la Grande-Bretagne. Il y a eu des concerts de klaxons et la population dansait pour fêter la mort de la reine d'Angleterre. En Irlande, bien entendu, la population est contre. Au Pays de Galles, où se trouve aujourd'hui le prince Charles, la population manifeste. Et l'année prochaine déjà, l'Écosse fixera un nouveau référendum d'indépendance. Avant-dernière, ou peut-être dernière intervention avec vous, Luc, justement, on a parlé de ces fosses communes trouvées en Ukraine, et selon les informations qui nous parviennent, en tout cas du gouvernement régional de ce côté-là, on parle de 99% de ces corps exhumés qui présenteraient des signes de mort violente. Et là, j'ai tout simplement cité Oleh Sinobov. Luc, parlez-nous un tout petit peu de ce charnier, entre guillemets, de Izium. Qu'en est-il exactement? On parle de 450 corps. La première manipulation de ce type, elle a eu lieu lors de la révolution contre Nicolae Ceausescu en Roumanie à la fin de l'Union soviétique. C'était là un coup d'État qui était organisé en commun par Gorbatchev, c'est-à-dire les services secrets russes, mais sous contrôle de Gorbatchev, alliés aux services secrets de l'OTAN. On avait été prendre des morts à la morgue de Timișoara et on avait fait des charniers. Tout le monde a crié évidemment au crime de guerre contre Ceausescu. Il a été renversé et fusillé dans les jours qui ont suivi. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait de manipulation. La même chose a été renouvelée ensuite contre Saddam Hussein. On a accusé de massacre au gaz contre la population kurde et on sait qu'il s'agissait évidemment de manipulation. C'est la même chose qui est faite actuellement. Tout ceci, ce sont des montages et voir une Ségolène Royal qui est une autre personnalité de la politique française puisqu'elle a failli être présidente de la République et qu'elle a été la compagne de François Hollande avec qui elle a de nombreux enfants. L'avoir dénoncé les manipulations de l'OTAN, ça nous révèle tout.
En fait, il y a actuellement un réseau qui est constitué par George Soros, notamment sur Twitter, qu'on appelle les NAFO, qui est chargé de mener la guerre médiatique. Il y a eu des études qui sont faites. Il s'agit de gens qui ont tous, ce sont des gens âgés de plus de 60 ans. Il n'y a pas de jeunes dedans. Et dedans, évidemment, il y a des réseaux russes. Par exemple, nous avons notre groupe sur Telegram qui s'appelle Russosphère, qui est dirigé par Fabrice Meillon, qui fait aujourd'hui plus de 30 000 membres et qui a été dénoncé il y a 48 heures par Libération, Le Monde et toute la presse de Soros anglo-saxonne. La bataille de l'opinion, elle est en train de basculer. Elle n'est pas encore gagnée dans l'Occident. Ça vous explique toutes ces nouvelles manipulations. Évidemment, les Bouchabis et compagnie. Michel, Jonathan Batengene, la Russie, comment est-ce qu'elle pourrait laver ce qu'on peut qualifier d'affront quand même? Ça fait de nouvelles accusations de violation des droits humains. Après Boutcha, on se retrouve aujourd'hui avec Izium. La Russie, qu'est-ce qu'elle peut faire face à tout cela? Déjà, il faut dire que c'est des mensonges. Il ne faut pas que prêter le flanc à ces calomnies, ces campagnes de dénigrement ou bien ces campagnes de noircissement de l'armée russe orchestrées par leurs adversaires de l'OTAN. C'est d'abord des mensonges. Il n'y a pas eu un génocide de Boutcha. Il y a eu une mise en scène à Boutcha. Il y a une mise en scène également à Izium. Ce n'est pas des faits avérés. La Russie n'est pas encore entrée à un niveau d'escalade tel que la Russie confronterait. Et même si la Russie atteint un certain niveau d'escalade, ce serait difficilement imaginable. Et ça a été là l'accent mis sur des valeurs, ce que nous avons appelé l'éthique. Dans cette opération militaire spéciale, la Russie s'interdit d'atteindre un certain niveau d'escalade où elle confond à la fois les civils et les militaires. Il faut se souvenir que dans la prise de Mariupol, les militaires ukrainiens avaient une technique d'utiliser les civils comme bouclier humain. Ils allaient ranger les chars et les snipers dans des bâtiments d'habitation civile, dans des zones résidentielles. Ils voulaient surtout prendre au piège l'armée russe à ce qui serait à la création de charniers. Ils voulaient que les Russes, en bombardant, en essayant d'éliminer leurs snipers, en essayant d'éliminer leur matériel d'artillerie ou bien leurs chars, les Russes seraient en train de toucher les bâtiments civils. Et on a vu avec la fameuse destruction du centre commercial à Kiev, quand ce centre a été touché, on a crié au scandale à ce que la Russie aurait essayé de toucher les civils parce que désormais à court de solutions sur le plan des opérations. C'est des campagnes de sabotage qui sont bien orchestrées, qui sont pensées par les experts de l'OTAN. C'est pas fondé. Les Russes, en plus, quel est leur intérêt à tirer sur des populations qui leur sont favorables? C'est encore une autre question qu'on se posera. Quel est l'intérêt des Russes d'attaquer les populations du Donbass alors que les populations du Donbass elles-mêmes se réclament être des populations russophones et défendent la culture russe, qui est leur identité au sein de l'Ukraine. Et si on se tient aux accords de Minsk, les accords de Minsk prévoyaient effectivement plus d'autonomie à ces régions parce que ces régions avaient une spécificité culturelle. Donc, et quand on parle de spécificité culturelle, ce n'est pas que la langue, c'est des peuples ancrés dans une histoire avec la Russie. Ce n'est pas des affaires de colonisation. C'est des peuples qui, véritablement, sont des peuples autochtones sur ces territoires-là. Donc, avec ces peuples-là, on se demande donc pourquoi les Russes viendraient tirer sur ceux qu'ils disent être les protecteurs. Ce serait quand même antinomique, ce serait une folie que d'agir de la sorte. Non, c'est des charniers qui sont construits par l'Ukraine, c'est une campagne de sabotage. Et nous pouvons convoquer des faits à plusieurs endroits. Prenons le cas du Mali avec les fameux charniers, je crois c'est à Tessite. Prenons les fameux charniers qui auraient pu être attribués à l'armée malienne. C'était des pseudo-charniers
qui était construit par les terroristes et leurs partenaires. Donc, c'est une technique dont l'OTAN a la maîtrise. Prenons les fameux charniers qui ont justifié l'opération de Srebrenica, l'intervention de l'OTAN à Srebrenica au Kosovo. On a prétendu que les Serbes, les soldats serbes, avaient massacré des soldats albanais sur le territoire du Kosovo. Et on avait crié à ce qu'il y avait une tentative d'épuration ethnique au Kosovo. C'est le même procédé qui est encore utilisé aujourd'hui. On veut nous reproduire un procédé qui est déjà galvaudé et qui ne marche plus. Souvenons-nous encore d'une chose. Les États-Unis sont coutumiers d'utiliser des mensonges pour justifier leurs opérations militaires ou bien pour justifier une pseudo-intervention humanitaire. Souvenons-nous de 1990 avec cette jeune actrice qui est venue jouer du cinéma face à son père. Elle est la fille de l'ambassadeur du Koweït et elle pleure en disant que son parent a été tué par les bombardements du très criminel Saddam Hussein. Alors que son père en face, elle le regarde droit dans les yeux en pleurant et en faisant la malheureuse. C'était une actrice qui était payée par les États-Unis. Quand vous prenez encore Colin Powell en 2003, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous sort une fiole en plein conseil de sécurité et dit ici c'est la preuve que l'Irak fabrique des armes nucléaires. C'est autant de choses qui nous montrent qu'il s'agit encore d'une mise en scène bien orchestrée par les États-Unis et leurs alliés. Il ne faut pas oublier l'OTAN selon Vladimir Poutine. Et ça, il faut s'approprier le concept. L'OTAN, c'est l'empire du mensonge. Merci Jonathan Batenguini. On va redonner la parole à Delphin depuis Gitega, certainement en 1 minute. Et j'en profite, pourquoi pas, pour rendre ceci qui nous vient de nos confrères de RT. Et donc, le 16 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, au cours du sommet de l'OCS, Vladimir Poutine a évoqué le plan de la Russie concernant l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et selon le président russe, l'objectif principal, c'est-à-dire la libération de l'ensemble du territoire du Donbass, reste inchangé. Et les opérations se poursuivent malgré les tentatives de contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Donc, certainement, nos téléspectateurs retrouveront ceci sur la page de Foyo Média. Delphin Mouyempondo. Oui, merci mon cher frère Bachir de me donner encore une fois la parole. Je vais tâcher d'être bref comme tu le demandes. Je viens marteler, comme viennent de le faire les invités, sur le fait que nous ne devons... Dans ma première intervention, je parlais de gens, notamment au nord de la Méditerranée, mais pas que, qui m'apparaissent, de mon point de vue, comme étant de véritables moutons. Dans certains cas, je dirais que ce n'est même pas la peine qu'on perde notre temps à essayer de les informer. C'est trop tard. Donc nous, à plus forte raison, nous ne devons pas devenir des moutons. Je vais prendre un exemple tout bête et même de circonstance. Récemment, nous fêtions la disparition du grand homme qu'était Monsieur Ruben Oumignobe. On a fait croire à l'époque, et encore une fois, le nain géopolitique qu'est l'Élysée était à la manœuvre. On a fait croire que ce brillant Africain était un communiste, un marxiste. Alors que les UPCistes ont été poussés, à force d'être maltraités, tués, massacrés et vilipendés, à s'allier à l'URSS à l'époque. Mais à l'origine, Monsieur Ruben Oumignobe, votre podole, mon grand frère aussi, n'a jamais été communiste. Donc, c'est une idée qui a été lancée par le gouvernement français et elle a prise comme une véritable sauce dans la mayonnaise. Donc, aujourd'hui, nous ne devons plus nous faire avoir par les mensonges d'État sous prétexte qu'ils sont pondus par Washington ou Bruxelles ou encore moins Paris. Donc, nous devons garder notre ligne de conduite. La guerre médiatique, nous l'avons déjà remportée avant avec Afrique Média et nous allons continuer sur cette lancée avec For You Media. Donc, une fois de plus, mes frères et sœurs, allons de l'avant. Je m'arrête ici. Merci, allons de l'avant, très cher Delphin. C'est avec vous que nous refermons cette édition en remerciant notre cher Luc Michel qu'on retrouvera dans les prochaines éditions, sur des éditions spéciales d'ailleurs. Nous vous l'annoncerons très prochainement. Mais aussi Gamal Abina qu'on salue et remercie, sans oublier notre consultant permanent Joe Batenguini. Pour vous, le week-end commence. Et pour nous, le travail continue. Merci en tout cas. Le travail continue tout voilà. Bachir. Merci, très cher Joe. Merci. Eh bien, à tous les techniciens et à tous les téléspectateurs de Foyo Média, vous ne zappez pas. Dans les minutes qui suivent, vous retrouverez sur ce plateau Bégoudé Madone pour le grand journal de Foyo.